Bonjour mes amis, en 2002 quand la compagnie Air Afrique ferma ses portes, la distance entre de nombreuses villes africaines augmenta brutalement. Ainsi pour aller depuis Conakry en Guinée à Cotonou au Bénin, il fallait faire escale par Paris. Ceci impliquait des vols extrêmement coûteux, extrêmement lents, impliquait l'obtention de visas et finalement pour des fois aller d'une ville à l'autre qui était distante peut-être de 1000 ou de 1500 kilomètres, il fallait faire presque le tour du monde. Dans ce contexte vont naître de petites compagnies aériennes travaillant en marge de tout, en marge de la sécurité en particulier. Et les compagnies, ces compagnies allaient profiter un petit peu d'une sorte de complaisance de la part des autorités de régulation en Afrique, parce que tout simplement elles venaient désenclaver des villes qui autrement auraient été extrêmement isolées. Donc on fermait les yeux et puis finalement les manquements, on considérait que c'était le juste prix à payer pour laisser ces services opérer. Nous sommes le 25 décembre, la journée de Noël 2003, et on a une compagnie aérienne qui n'existe plus. C'est l'Union des transports africains. L'Union des transports africains avait un seul avion et avait un seul équipage. L'équipage était constitué de Libyens avec des formations et des expériences assez difficiles à établir. C'est des gens qui ont un petit peu roulé leur bosse. Ils ont volé sous diverses latitudes et puis finalement leur expérience réelle, leur qualification réelle vont se perdre au cours ou dans les méandres de cette histoire extrêmement compliquée. L'avion de ligne dont nous allons parler, c'était leur unique appareil, un Boeing 727. Ce 727 avait commencé sa vie au milieu des années 70, quand il sortit des usines de Boeing. Et puis il avait été immatriculé par la compagnie American Airlines. Il vola chez American Airlines pendant à peu près un quart de siècle. Et puis au bout d'un moment, en 2001, il fut remisé dans un désert en Californie. C'est une sorte de stockage d'avions / cimetière d'avions, dans le sens où beaucoup d'appareils qui arrivent là ne repartiront jamais, ou bien ils repartiront seulement vers des usines de recyclage lorsqu'ils auront été débités et émiettés et séparés et triés. Toujours est-il, cet appareil, après avoir passé un peu plus d'1 an dans le désert, a été racheté par une compagnie, une entreprise un petit peu particulière. Elle a été enregistrée en Floride. Elle avait son bureau principal, ou son siège, on va dire légal, dans les îles Vierges, mais ses bureaux, sa base d'opération était à Dubaï. On va retrouver très souvent, en marge de ces histoires, on va retrouver ce genre de structures. C'est des structures extrêmement complexes, qui rendent très difficile en cas de problème. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elles sont construites de cette manière. En cas de problème, vu qu'on a énormément de juridictions étalées à travers le globe, il devient très difficile de savoir qui est responsable de quoi, qui contrôle quoi, et même les autorités de tutelle s'y perdent. Cette entreprise rachète ce 727 et obtient l'autorisation de la FAA de l'exfiltrer par les airs depuis les États-Unis. Donc la FAA a dit, écoutez, vous avez le droit de le faire décoller pour quitter les États-Unis. Et pour l'exploiter, vous devez absolument le mettre à jour. Ça veut dire que souvent, ces avions, ils ont ce qu'on appelle des directives de navigabilité qui sortent régulièrement. Et puis les compagnies aériennes ou les exploitants sont censés donc mettre à jour les avions au fur et à mesure qu'on découvre des problématiques rattachées à leur fonctionnement. Les gens promettent que bien sûr, ne vous inquiétez pas, nous allons nous en occuper. Toujours est-il que une fois que l'avion quitte les États-Unis, il arrive en Afghanistan, il est immatriculé là-bas, et il va sortir complètement de la juridiction de la FAA. Il est exploité quelque temps par la compagnie Ariana, qui va après le louer à une compagnie du Swaziland, en Afrique, un pays où l'espérance de vie est extrêmement basse, et ce n'est pas uniquement pour des raisons liées à l'aviation. Et puis, ainsi donc, il finit loué
à la compagnie ou à l'Union des transports africains. Cette union-là, n'est-ce pas, va organiser un vol qui commence à Conakry en Guinée et qui va jusqu'à Dubaï. Alors bien sûr, un Boeing 727 serait incapable de faire ce vol directement. Alors ce qu'ils font, c'est tout simplement, ils font de nombreuses escales, dont une à Koufra en Libye, une sorte d'oasis au sud de la Libye, presque aux confins de la frontière avec l'Égypte. Et puis à chaque escale, il y a des gens qui montent, des gens qui descendent. Le vol se fait de manière hebdomadaire, il y a un vol par semaine. Et puis, ils volent quand ils peuvent. Ça veut dire que généralement, les gens arrivent à l'aéroport, ils attendent. Il arrivera peut-être aujourd'hui, il arrivera peut-être demain. Il faut peut-être dormir sur le sol en attendant que l'avion apparaisse. Ce jour-là, nous sommes à l'escale du Bénin. Nous sommes donc au Bénin. L'aéroport a une piste de 2400 mètres, c'est l'aéroport de Cotonou. Il est au bord de la mer. Et même si nous sommes le jour de Noël, la température est de l'ordre de 32 degrés. Le métard émis ce jour-là montre une température de 32 degrés. 27 degrés le point de rosée. Ceci montre qu'on a quand même un air qui est extrêmement humide, vu que la température est élevée, mais on a quand même une proximité relative entre la température et le point de rosée. Ceci va donner une visibilité de l'ordre de 8000 mètres. Et l'appareil donc arrive, et à ce moment-là, les passagers se ruent dessus. Alors, il y a des passagers qui viennent du terminal, il y a des passagers qui viennent du terminal pour embarquer. Il y a d'autres passagers qui étaient en transit, parce que peu de temps avant, il y a un avion qui était venu du Togo, de Lomé au Togo, qui s'était garé à côté du 727. Et donc, il y a des passagers reconnaissant le 727 en partance vers Dubaï, ont couru directement de cet avion-là et monté dans le 727, sans carte d'accès. Il y a eu également de la revente de cartes d'accès. À l'aéroport, il y a des gens pressés, ils étaient prêts à payer très cher pour prendre des cartes d'accès à d'autres personnes. La réalité, c'est que on ne sait pas combien de temps, enfin, on ne sait pas combien de personnes ont pris place à bord de ce 727. Toujours est-il que on retrouvait parmi les passagers, on va trouver énormément de Libanais, parce qu'il y avait une escale au Liban, donc il y a une communauté libanaise en Afrique, donc on retrouve des Libanais. On retrouve également des gens de l'ONU, on va retrouver des humanitaires, des casques bleus, parce que tout simplement, l'ONU, les associations humanitaires et autres, qui opèrent parfois dans des cadres plus ou moins flous en Afrique, elles étaient tout aussi dépendantes d'Air Afrique que le reste. Et donc à ce moment-là, cet avion arrivait à point nommé, si je puis dire. Les gens, pour la majorité, avaient énormément de bagages, avaient de gros baluchons, de grosses valises, et tout le monde voulait embarquer avec tout son matériel. Les agents de piste, quand ils ont ouvert les soutes étaient pleines, c'était plein comme un œuf. Dès qu'ils ont ouvert les portes, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de les fermer. Il n'y avait pas moyen de charger encore plus l'appareil. Les gens commençaient donc à monter avec de grosses valises qui normalement vont en soute, ont commencé à embarquer avec en cabine. À un moment donné, le copilote commence à exprimer des doutes. Il va le dire, il s'est enregistré dans le CVR, il va dire, vous allez voir, si cet avion arrivera à décoller aujourd'hui, ça sera une performance. Et chaque fois qu'il parle de décollage, il dit, si on arrive à décoller aujourd'hui, ou si on ne tombe pas dans la mer, il sait, le copilote sait que cet avion-là est trop chargé, qu'il aura du mal à décoller. Le plan est fait avec le commandant de bord, et l'idée c'est que, ils se disent, on va s'aligner, on va décoller à pleine puissance face à la mer,
il n'y a pas d'obstacle, donc on se fiche un petit peu de la performance de montée, on essaye à peine de monter. Donc ils se disent, on essaye de garder un plan de montée d'à peu près 3 degrés, on fait pas de virage ni rien, on est en train d'atterrissage, on file au-dessus de la mer, on prend de l'altitude, et dès qu'on a une altitude de sécurité, dès qu'on a une vitesse valable, à ce moment-là on fait demi-tour et on revient survoler l'Afrique. Le plan vaut ce qu'il vaut. Toujours est-il que le commandant de bord va au bureau de piste, il dépose le plan de vol, il y a un dossier météo qu'ils avaient préparé pour lui, mais il ne le prend pas, et il est à peu près 14 heures quand les portes se ferment dans ce 727. Il y a un petit peu de chaos dedans, n'est-ce pas? Certains passagers ne sont pas assis, d'autres ne trouvent pas de place, et il y aura, comme le dira le BEA plus tard, le BEA français qui a participé à l'enquête qui va suivre, parce que vous réalisez bien que bon, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une histoire qui va bien se terminer. Tout simplement, le BE a dit il demeure des incertitudes sur le nombre de passagers qui ont embarqué dans cet avion. Alors, combien y a-t-il de personnes? On va dire au pire 160, il y en a peut-être 150, 155, qui sait vraiment? Mais on sait que l'avion est plein et probablement trop plein. Ce jour-là, par ailleurs, la discipline dans ce vol était probablement plus rigoureuse que d'habitude. Pourquoi? Tout simplement, le directeur général de la compagnie était là, avec sa famille. Donc, on va dire que son autorité a fait que les choses sont peut-être un peu mieux passées que d'habitude. Il y avait également 2 mécaniciens, des puriviens qui étaient là, parce que les aéroports qui étaient visités par ce 727, pour la plupart, n'étaient pas équipés pour fournir du service au sol. Donc, il fallait être indépendant. Donc, deux mécaniciens étaient rajoutés donc à l'équipage. Également, il y avait un convoyeur. Un convoyeur, c'est quelqu'un qui se balade avec une mallette. Il a du cash là-dedans, et puis à chaque escale, il va payer en liquide pour le carburant, il va payer en liquide pour les taxes d'atterrissage et tout ça. En général, la présence d'un convoyeur dans une compagnie aérienne est un mauvais indicateur. Alors, l'avion donc commence à rouler. Il est 14 heures. Je disais que la température est de 32 degrés. Maintenant, il faut relativiser ce 32 degrés. Le 32 degrés, la température météorologique qui est annoncée, est souvent mesurée sous abri à 2 mètres du sol. C'est la règle, sous abri à 2 mètres du sol. En pratique, vous avez des sortes d'armoires posées quelque part sur le terrain. Elles sont fermées par des portes qui ressemblent un peu à des persiennes. Et à l'intérieur, il y a le thermomètre, il y a l'équipement de mesure. Cela dit, il est 14 heures sur une piste, baignée de soleil. Si ça se trouve, la température est de 34, 35 ou 36. La température est très élevée en tout cas ce jour-là. En tout cas, il s'aligne, c'est le copilote qui est aux commandes. Lui, il ne croit pas du tout que ce décollage va pouvoir se faire. Toujours est-il qu'il freine complètement. Le mécanicien se penche sur son pupitre et il va sur la console centrale, et il va pousser les 3 manettes de gaz jusqu'à afficher la puissance maximale. À ce moment-là, le commandant de bord dit au copilote, ok, mollo, tu vas relâcher mollo les freins, doucement, parce que il n'a pas envie que le copilote lâche brutalement, parce que c'est inconfortable pour les passagers. S'il y en a qui sont debout, ils risquent de tomber. Donc il lui dit, lâche doucement les freins. Sur ce, le copilote lâche progressivement les freins et l'avion commence à accélérer. Alors, vu son poids, vu la température, je disais, l'accélération va se passer très très lentement. Il va continuer à bouffer de la piste, l'extrémité de la piste s'approche et la vitesse augmente très doucement. On a un appareil, il faut le dire, qui est surchargé. Et en plus, il n'y a pas de calcul de centrage qui a été fait. En vérité, le centrage, ce jour-là, le centre de gravité de l'avion, était bien plus en avant que les pilotes ne le pensaient. De sorte que
malgré les marges prises par le commandant de bord, qui décide que la rotation se fera à une vitesse de 137 nœuds, donc il prend une marge assez élevée par rapport à ce qu'il pensait être le poids de l'avion. Quand le copilote tire sur le manche, le copilote va en 2 secondes tirer sur le manche, l'avion ne se cabre pas. Il va continuer à accélérer. Le commandant de bord insiste, il dit rotate, rotate. Le copilote tire encore plus sur le manche, il arrive pratiquement en butée, et l'avion commence doucement à se cabrer. Ce cabrage est très lent. L'avion va se cabrer d'à peu près 1 degré par seconde. Il va doucement, la roulette à l'avant va quitter le sol, l'avion va se cabrer, puis le train d'atterrissage principal commence à peine à quitter le sol, et la piste se termine. Il faut savoir une chose, nous sommes en 2003, et l'aéroport de Cotonou n'était pas aux normes OACI. En particulier, il y avait dans l'allongement de la piste, il y avait une baraque en béton. C'était interdit normalement de construire des objets ou n'importe quel équipement en métal ou en béton, quelque chose qui ne se casse pas, c'est interdit dans le prolongement de la piste. Il y avait également un peu plus loin un mur d'enceinte de l'aéroport qui était aussi en béton. L'aéroport avait reçu un délai jusqu'en 2010 pour rectifier cela. Ça signifie qu'ils avaient jusqu'en 2010 pour détruire cette baraque et l'équipement qu'elle contient, le mettre un peu à l'écart, y compris sur une autre baraque, mais en tout cas à l'écart de l'axe de piste. Et ils avaient également jusqu'en 2010 pour effectivement détruire le mur en béton qui était dans le prolongement de la piste et le remplacer peut-être avec un grillage plus léger ou autre. Toujours est-il que l'avion ne prend pas beaucoup d'altitude et au moment où il arrive au niveau de la baraque, il va carrément la décapiter. Ça veut dire que le train d'atterrissage va taper contre la baraque. Le toit de la baraque est arraché, une bonne partie des murs de celle-ci sont arrachés, les photos montrent que celle-ci est coupée littéralement en 2 selon un plan horizontal. Il y avait un gars à l'intérieur, il y avait un technicien qui était en train de bricoler les systèmes. Le gars, il a la vie sauve, on ne sait comment, un miracle. Il est gravement blessé, il sera retrouvé plus tard dans les décombres de la cabine. On trouvera également à l'intérieur de la cabine des pièces de l'avion. Il y a des pièces de métal appartenant à l'avion qui sont retrouvées à l'intérieur des restes de la cabine. À ce moment-là, l'appareil continue sur sa lancée, il s'incline à droite et il tape sur le mur d'enceinte. Et ceci sera le coup fatal. Depuis leur tour de contrôle, il y a un contrôleur en formation qui a donné l'autorisation de décoller. Avec lui, un superviseur. Le contrôleur remarque que l'avion prend un peu trop de distance pour décoller. Il continue à l'observer. Soudain, il le voit en bout de piste s'élever difficilement. Et dans les secondes d'après, c'est la catastrophe. Et l'avion finit dans la plage. La piste se termine sur une plage. Juste après, il y a la mer. Et après, ce que le contrôleur voit, c'est de la fumée et du sable qui s'élève, qui lui cache le reste de la scène. Immédiatement, des milliers de personnes vont se ruer vers la plage. Il y a aussi des pêcheurs qui vont commencer à récupérer des corps flottants en mer. Les secours, la Croix-Rouge, le SAMU local, tout ça auront du mal à arriver sur site. Leurs camions vont s'enliser sur la plage. Le chaos qui règne avec des milliers de personnes, on ne sait pas qui fait quoi. Et on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Et en fait, on va retrouver à peu près, difficile à dire, on ne sait même plus qui était dans l'avion, qui n'était pas dedans. On retrouvera à peu près 22 survivants. Le nombre de morts est de l'ordre de 140. Il y a à peu près 140 morts. Il y aura du mal à les identifier. On pense qu'il y a des disparus. On identifie incorrectement des gens. Il y a des corps qui sont envoyés au Bangladesh. Après, quand ils ouvrent, ils disent mais c'est des Libanais, donc ils les renvoient après au Liban. Donc vous imaginez un petit peu la situation. On a des fois des bagages qui se baladent d'un pays à l'autre suite à des erreurs qui reviennent après avec plein d'étiquettes de pays. On voit que le bagage a fait le tour du monde. Et là, on aura cette situation malencontreusement avec des cercueils qui vont
qui vont se balader à travers la planète avant d'arriver à leur propriétaire légitime. Dans le cockpit, le taux de survie est assez élevé. On a tout le monde qui a survécu, excepté le copilote qui faisait le décollage, celui qui prévoyait le crash d'ailleurs, parce que l'avion est parti à droite, lui était assis à droite, donc c'est quand la partie avant de l'avion a touché, ben il était du mauvais côté littéralement. C'est lui qui va morfler le plus, donc lui sera tué. Le commandant de bord va survivre, comme le directeur général de la compagnie qui était assis dans le cockpit, le mécanicien navigant aussi va survivre, plus quelques personnes qui étaient assises tout à l'arrière. Une bonne moitié de l'équipage va survivre quelque part, et le reste seront tués. Donc voilà, c'était la fin en fait de cette compagnie, l'Union des transports africains, tout simplement parce que ils venaient de perdre leur seul avion, même si l'équipage quelque part on pouvait le reconstituer. Il y avait pas mal de survivants. Et puis la compagnie aérienne arrêta d'opérer. Mais ce genre de situation où il y a des manquements littéralement systémiques à tous les niveaux de la sécurité aérienne se retrouve jusqu'à nos jours en Afrique et dans d'autres endroits où il n'y a pas les moyens pour opérer une aviation digne de ce nom. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et puis on se voit à la prochaine.